Ce conte se passe en Argentine en 1875 dans une grande maison coloniale. Il est minuit. Personne ne dort, car l'enfant de la maison est malade. Préparez-vous à entendre l'histoire de son ami, le petit bonhomme de Buenos Aires.
Les deux médecins traversent le vestibule en parlant à voix basse. Malgré leur barbe et leur habit sévère, leur jeunesse brille dans leurs yeux clairs. Esta noche será la crisis. La crise aura lieu cette nuit. Oui, nous avons fait tout ce qui était possible. Il faut attendre. Il faut que cette nuit se passe. Nous verrons demain. Ils ferment sans bruit la porte de la rue et leurs pas s'éteignent dans la nuit. Derrière eux, dans le grand patio blanchi par la lune, la mort attend, assise sur la margelle du puits. Elle a entendu le commentaire et sur sa face flotte une grimace qui est aussi un sourire. Le petit bonhomme du carreau de céramique a entendu, lui aussi. Le petit bonhomme du carreau de céramique est un être singulier. Il est né en France, à Dèvres, dans le département du Pas-de-Calais, et c'est par erreur qu'il est arrivé à Buenos Aires. Buenos Aires! Ses fabricants, les Formentro, ne le destinaient pas à cette ville, mais le mirent par méprise dans une des caisses destinées à la capitale argentine, et il a fait le voyage, bien emballé, seul carreau différent du lot. Ceux qui l'accompagnent maintenant sur la plainte sont bleus, comme lui, avec des impressions à dessin géométrique dont la tonalité s'estompe jusqu'au blanc laiteux du centre, mais aucun ne s'honore de son dessin. Un petit bonhomme bleu, barbu, vêtu de choses à l'ancienne et d'un béret de lutin, tenant un bâton dans la main droite. Quand l'ouvrier qui décorait le vestibule porteño le découvrit, il le mit de côté, car cette présence intruse interrompait la frise. Mais, plus tard, il lui manqua un carreau pour la terminer et il le plaça à une extrémité, à côté de la grille ouvragée qui sépare le vestibule de l'entrée, pensant que personne ne s'en apercevrait. Et le temps passa, sans que personne ne remarque que parmi les carreaux, il y en avait un si différent, caché dans la pénombre de la galerie. Les poissonniers, les vendeurs de balais et de plumeaux, de grandes dames en visite, les servantes aux longs cheveux qui parlaient d'amour à la porte, à l'heure où la maîtresse disait son chapelet à l'église Saint-Miguel, ne le découvraient pas non plus. Jusqu'au jour où la maison fut vendue, et parmi les nouveaux habitants, un enfant qui le découvrit immédiatement.
Cet enfant, Daniel, que la mort épie aujourd'hui depuis la margelle, devint tout de suite son ami. Il lui trouva un nom. Il l'appela Petit Martin, Martinito, en souvenir du gaucho Don Martin qui lui avait offert une marionnette qui ressemblait vaguement au petit bonhomme. Martinito, Martinito, Martinito. L'enfant l'appelle au réveil et il traîne le chat grognon pour qu'il le salue. Petit Martin est son compagnon de solitude. Daniel s'accroupit par terre à côté de lui et lui parle pendant des heures. Petit Martin, reconnaissant envers celui qui partage son isolement, l'écoute depuis son silence bleu. Tandis que les mulâtresses aux pieds nus vont et viennent dans le vestibule et le patio, qui sent le jasmin l'été et l'hiver, à l'odeur subtile du brûle parfum allumé sur le brasero du salon. Mais aujourd'hui, l'enfant est malade, très malade. Les docteurs à la barbe blonde l'ont dit en sortant, et la mort attend sur la margelle. Le petit bonhomme se penche hors de sa cachette et la quête. Dans le patio lunaire où les pots de fleurs sont livides comme des spectres et où les ferronneries du puits s'élèvent comme une étrange fontaine immobile. Il étudie le costume noir à traîne relevée aux nombreux rubans et boutons et le chapeau à plumes attaché par un nœud de crêpe sous le menton. Il étudie le crâne épouvantable, plus effrayant que celui des mortels parce que c'est la tête de la mort en personne, avec des lueurs vertes phosphorescentes. Il voit la mort bâiller. Petit Martin réalise que son ami Daniel va mourir.
et son cœur fragile de céramique bat. Désormais, personne ne viendra chanter dans sa cachette du vestibule. Personne ne viendra lui apporter des jouets neufs pour les lui montrer et bavarder avec lui. Il restera seul, une fois de plus, mais beaucoup plus seul, maintenant qu'il sait ce qu'est la tendresse. Pendant ce temps, la mort balance ses maigres jambes sur la margelle de marbre ornée d'encre et de dauphins. Le petit bonhomme fait un pas et abandonne son refuge carré. Il va vers le patio. Petit voyageur bleu, traversant les ferronneries de la grille sombre en s'appuyant sur son bâton. Les chats, inquiets de la proximité de la mort, cessent de miauler. Là-bas, dans la profondeur du puits, la grande tortue qui y loge devine quelque chose d'étrange à la surface et sort la tête de sa carapace. La mort s'ennuie. Elle décroche la petite montre suspendue sur sa poitrine flasque et dont la grande aiguille est une faux. Regarde l'heure et bâille à nouveau. Elle aperçoit alors le nain du carreau à ses pieds. Il a ôté son bonnet et lui fait une révérence à la française. Madame la mort. La mort, tout à coup, aime qu'on lui parle en français. Parce que cette mort, la mort de Daniel, n'est pas, comme on pourrait le croire, la grande mort, la mort qui domine toutes les morts, mais une des nombreuses morts, une mort de quartier, la mort du quartier San Miguel de Buenos Aires, pour être précis. Lorsqu'elle entend qu'on s'adresse à elle en français, elle sent grandir son importance sur l'échelle funèbre. Il est agréable d'être ainsi appelée Madame la Mort. Cela resserre ses liens de parenté avec d'autres morts bien plus célèbres et qu'elle ne connaît que de réputation et qui apparaissent à côté du baldaquin des rois à l'agonie, des reines à sceptre et couronne, au moment des grandes successions historiques. Madame la mort s'incline, déplie ses phalanges et soulève Martinito. Elle le dépose sur la margelle où il s'ébroue comme un oiseau. Enfin, il se passe quelque chose de différent, pense la dame osseuse,
qui est habitué à être reçu avec terreur à chacune de ses visites. Ceux qui peuvent la voir, les chats, les chiens, les souris, s'enfuient à la hâte. Les autres, les habitants du monde secret, les personnages des tableaux, les statues des jardins, les têtes sculptées sur les meubles, les épouvantails, les miniatures de porcelaine. Les musiciens d'orchestre feignent de ne pas se rendre compte de son voisinage, mais deviennent muets, s'imaginant ainsi qu'elle ne va pas s'occuper d'eux et de leur permanente conspiration de la peur. Et todo por qué? Et tout cela pourquoi? Porque alguien va mourir? Parce que quelqu'un va mourir? Yes! Et alors? Todos moriremos. Tous, nous mourrons. También morirá la muerte. La mort aussi mourra. Mais cette fois-ci, non. Cette fois-ci, les choses se passent de façon déconcertante. Le petit bonhomme sourit sur le bord de la margelle. Et jusqu'à présent, la mort n'avait vu personne lui sourire. Il y a plus. Le petit bonhomme souriant s'est mis à parler. À parler simplement. À parler naturellement, sans emphase. Et surtout, sans larmes. Que lui dit-il? La mort consulte sa montre. Il manque 45 minutes. Martinito lui dit comprendre que sa mission doit être très ennuyeuse et qu'avec sa permission, il va la divertir. Avant qu'elle puisse répondre, le petit bonhomme s'est lancé dans une histoire compliquée qui se passe à 1000 lieues d'ici, au-delà des mers, en France. Il explique qu'il est né à Dèvres, chez les Fourmatrons, les fabricants de céramique de Poitiers, qu'il aurait pu être couleur cobalt, ou noir, ou rouge foncé, ou jaune de chrome, ou vert, ou ocre rouge, mais qu'il préfère sembler outre-mer, n'est-ce pas? Il lui raconte comment il est arrivé par erreur à Buenos Aires. Et là, devançant les répliques, sautillant avec grâce, il lui décrit les gens qui passent par le vestibule. La mulâtresse, amoureuse du boucher, le mendiant qui garde une pièce d'or dans sa chaussette, l'apothicaire, inventeur d'un remède contre la calvitie et qui, à force de refaire la démonstration et de l'essayer sur lui-même, a perdu le peu de cheveux qui lui restait. Le conducteur de tramway qui escorte galamment la dame jusqu'à la porte et disparaît en klaxonnant. La mort rit avec ses os brinque-ballants et regarde sa montre. Il manque 33 minutes. Petit Martin lisse sa barbe. Buenos Aires ne lui offre plus de sujet et il ne veut pas parler de Daniel. Il reparle de Dèvres. Entouré par un bois frissonnant de fées, de gnomes et de vampires. De la montagne voisine, avec ses fortifications en ruine, où les sorcières rôdent les nuits de sabbat.
Il lui raconte les grandes morts, entrées à Dèvres au son des cornes guerrières. Il parle. Le patio est complètement rempli de sang et de cadavres. La mort rit comme une hystérique, accrochée à la couronne en fer forgé du puits. Et de plus, le petit bonhomme. Mais la mort lance un cri si sinistre que beaucoup de gens en ville se signent, croyant qu'un oiseau de proie vole entre les clochers. Elle a de nouveau consulté sa montre et a vu que le terme établi pour Daniel par le destin est passé de 4 minutes. D'un saut, elle se pose au milieu du patio et se désespère. Elle se tord de colère et court sur Martinito. Martinito est agile et est parvenu, malgré le danger, à descendre par terre. Il s'enfuit comme un scarabée rapide vers son refuge du vestibule. La mort le poursuit et le rejoint au moment où il allait se fondre dans la monotonie de la plainte. Lui est épargné, mais toi, tu mourras à sa place. Elle arrache sa mitaine droite, passe son doigt sur le petit carreau où apparaît une fissure qui s'élargit. La céramique se brise en 2 morceaux qui tombent à terre. La mort les ramasse, s'approche du puits et les jette dedans, où il provoque dans l'eau calme une brève toux qui réveille la vieille tortue solitaire. Puis elle s'en va, rageuse, entraînant ses dentelles lugubres. Elle a encore beaucoup à faire, mais cette nuit, plus personne ne se moquera d'elle. Au matin, les 2 jeunes médecins reviennent. À peine entrés dans la chambre de Daniel, ils se rendent compte qu'il va beaucoup mieux. La crise est bien passée comme il l'avait annoncé, mais l'enfant ouvre les yeux. Sa mère et ses tantes pleurent
mais de joie cette fois-ci. La seule chose qu'elles veulent maintenant, c'est que Daniel sourie. Une semaine plus tard, l'enfant sort au patio. Il tient le chat gris dans ses bras et se hâte, en titubant encore, pour visiter son ami Martinito. Sa stupeur et sa tristesse se répandent dans toute la maison lorsqu'il constate l'absence du petit bonhomme et le vide à la place de l'étrange carreau. Mère et tante, servantes et cuisinières se consultent inutilement. Personne ne sait rien. On révolutionne les chambres à la recherche d'un indice sans le découvrir. Daniel ne cesse de pleurer. Il s'approche de la margelle du puits, parvient à se hausser et à se pencher par-dessus en pleurant à chaudes larmes. Là-dedans, tout est ombre fraîche. La seule chose que lui offre le puits est, reflétée dans un miroir obscur, sa propre image. L'image d'un enfant qui pleure. Le temps passe, lentement, mais Daniel n'oublie pas le petit bonhomme. Un jour, deux hommes arrivent à la maison avec des seaux, des brosses et des balais. Ils sont chargés de nettoyer le puits et comme chaque fois qu'ils font ce travail, ce jour est jour de fête.
Daniel est le plus enthousiaste, mais quelque chose trouble sa joie, car aujourd'hui, il ne pourra pas présenter la tortue à son ami Martinito comme l'an passé. Soudain, un des hommes crie des profondeurs avec une voix caverneuse. « Attention là-haut, je me vois quelque chose! Attrapez !» Et l'enfant reçoit dans ses mains tendues le carreau, intact, avec le petit bonhomme au milieu. Intact. Intacto. Intact parce que si un nain français dessiné sur un carreau de céramique est capable de tromper la mort, il est juste que les larmes d'un enfant puissent aussi la tromper.